Pierre Welt, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de La France des territoires, défis et promesses, publié aux éditions de l'Aube. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on évoque la divergence supposée entre des métropoles riches et les périphéries délaissées. Qu'en est-il vraiment? Oui, alors on a aujourd'hui effectivement un poncif qui est répété en boucle par tous les médias, qui est de dire au fond la France sera divisée en deux, les métropoles qui vont bien, où se concentre l'élite entre guillemets, et puis les périphéries qui sont délaissées, oubliées par la République. Bon, je pense que c'est une image qui est quand même extrêmement simpliste, pour diverses raisons. D'abord, toutes les métropoles ne vont pas bien. Celles qui vont bien, globalement, c'est plutôt celles qui sont sur la façade ouest du pays, mais d'autres vont moins bien. Ensuite, tous les territoires dits périphériques, c'est-à-dire, on va dire, dans les zones peu denses du territoire, en dehors des tissus périurbains, les tissus plus ruraux, c'est une espèce de patchwork, quoi. Il y a une grande zone de crise qui va effectivement de la frontière belge jusqu'au Massif central. Bon, c'est des pays qui ont été subis à la fois la désindustrialisation, les guerres avant tout ça, bon voilà, qui vont effectivement globalement très mal. Mais pour le reste, on a des territoires dits périphériques. Certains vont bien, d'autres vont moins bien, et souvent à peu de distance. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on regarde les inégalités en France, les inégalités territoriales, la façon dont les inégalités sociales se transcrivent dans le territoire, eh bien les grandes inégalités, elles sont au sein des villes, elles sont au sein des métropoles et d'abord de l'Île-de-France. On a là un écart qui s'est creusé entre les quartiers, c'est visible d'ailleurs, entre les quartiers riches, le cœur de Paris intramuros, etc., puis les banlieues. Alors ça, on en parle moins aujourd'hui, mais c'est là que sont aujourd'hui les grandes inégalités. Alors, il y a une chose qui est quand même juste, je pense, dans cette image, c'est que les pauvres, ils sont surtout dans les villes, on les trouve un peu partout en France, ils ne sont pas essentiellement dans les zones périphériques, mais les riches, les très riches, les élites, encore une fois, je mets des guillemets, là, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus concentrés dans les grandes villes, entre autres parce que ils sont venus là pour faire, souvent les gens sont venus de villes moyennes pour faire des études dans des villes plus importantes, et puis ils restent là, et progressivement, on a, je pense, un processus un peu de divergence culturelle, sociale, en revenus, mais aussi en vision du monde entre cette classe urbaine et puis le reste de la population. Ça, c'est un problème. Et alors, dans votre livre, vous évoquez aussi les territoires et la transition écologique. Alors, quelles sont la portée et les limites des politiques écologiques locales? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde aujourd'hui ce que font ce dont on parle au niveau local, les politiques locales que mettent en avant les élus, on a une montée en puissance extrêmement forte des thèmes écologiques, au détriment même de la question de l'emploi ou de la question sociale. On parle d'économie circulaire, on parle de circuits courts, on parle de métabolisme urbain, enfin vous voyez tout ce vocabulaire nouveau. Et on a énormément, un foisonnement considérable de projets autour de ces nouvelles thématiques. Au point que dans le livre, moi je parle d'un tournant local écologique, quoi, mais qui relève presque d'une espèce de mutation culturelle, qui est très portée aussi par la jeunesse, comme on peut le voir aujourd'hui. Alors, moi, là-dessus, je pense que c'est à la fois positif, évidemment, il y a une énergie, il y a une créativité là, qui est importante, et qui, je pense, de toute façon est là, qui va faire bouger. Mais je mettrai quand même quelques bémols, enfin quelques interrogations. D'abord, ce n'est pas au niveau local par des actions locales, qu'on va régler les grands problèmes. Il faut évidemment des régulations à plus grande échelle, nationale et voire internationale. Fiscalité du carbone, on ne va pas la décider au niveau local. Deuxièmement, on a besoin il y a une espèce de localisme parfois qui est problématique, parce que si vous prenez l'énergie, par exemple, les renouvelables, évidemment, c'est très lié aux spécificités locales, mais l'électricité, si on fait de l'électricité avec des renouvelables, l'électricité, il faut l'interconnecter. C'est absurde de garder son électricité pour soi, et c'est vrai pour beaucoup de choses. Troisièmement, on a le problème des péréquations et de la solidarité. On est aujourd'hui dans un monde où quand même, par exemple, je reprends cet exemple de l'électricité, le prix, sinon le prix est homogénéisé, sinon ceux qui sont au pied des vallées alpines, ils ne vont plus payer l'électricité, alors les autres vont le payer fort.
Ça, c'est quand même des sujets qui sont assez compliqués et qui sont devant nous. Voilà. Donc il faut que ce tournant local, il met en mouvement les sociétés, mais en aucun cas il n'est suffisant pour adresser, enfin pour s'attaquer sérieusement aux questions de la transition écologique et énergétique. Et justement, vous parlez d'un potentiel de complémentarité entre les métropoles et les territoires. Oui, alors ça c'est une idée qui me tient à cœur, c'est-à-dire dans la représentation dont on a parlé au début de notre entretien, on oppose toujours les métropoles, hein, et justement les autres territoires qui seraient abandonnés, etc. Bon, je vous ai dit à quel point je pense que c'était un peu schématique, pour le moins, hein. Mais il y a aussi ceux qui disent, finalement, ce qui tire complètement l'économie aujourd'hui, c'est uniquement les métropoles. Et il y a cette théorie, on a parlé parfois de ruissellement. On dit, bon, là, comme dans d'autres domaines, ça va aller du plus fort au plus faible. Alors ça, je pense que c'est une idée d'abord qui est désagréable parce qu'elle est un peu paternaliste. Et je pense qu'elle est assez fausse. En réalité, il y a aujourd'hui, je pense, des complémentarités actives, hein, pas seulement passives, qu'on pourrait développer. Alors c'est plus un agenda peut-être qu'une réalité aujourd'hui, entre les territoires denses et les territoires peu denses. Je prends deux exemples. L'écologie dont on parlait à l'instant. C'est sûr que on voit bien que si on a une réflexion de transformation écologique de l'ensemble du territoire, eh bien, il faut c'est logique de traiter à la fois les zones denses et les zones peu denses. Le capital naturel, il est largement dans les zones peu denses. Je pense que c'est une chance pour les villes françaises, de ce point de vue-là, d'avoir justement ces arrière-pays importants. Autre exemple, la complémentarité qu'on pourrait trouver entre les services qui sont très concentrés effectivement dans les villes et les usines qui restent encore largement, enfin qui sont, et je pense pour assez longtemps, assez largement en zone rurale. Moi, je défends, vous savez, cette idée de passage vers une base productive hyper industrielle qui justement connecte services et industrie. Là, on pourrait essayer de renouer des liens locaux qui aujourd'hui sont assez distendus. Alors, par exemple, faire travailler il y a tous ces jeunes qui sortent des universités ou des écoles qui sont dans les centres-villes et qui inventent, qui ont envie de faire des start-up, etc. Mais bon, ils font des start-up pour le monde qu'ils connaissent, en gros pour leurs clones ou leurs amis. Alors qu'il y a parfois à 20 ou 30 kilomètres des patrons de PME qui sont devant la transition numérique, hein, comme une poule devant un couteau. Ils ne savent pas comment prendre. Ces deux mondes aujourd'hui sont totalement disjoints. On pourrait les connecter. Et alors, il y a une ville à laquelle vous accordez une large part dans votre livre, c'est Paris, qui a un cas vraiment à part dans le monde. Vous parlez de la métropole France. Oui, alors Paris, le rapport de la France à Paris continue à être compliqué, hein, c'est-à-dire on n'est plus dans l'idée que Paris est le désert français, ça je pense c'est un peu derrière nous, mais quand même il y a toujours cette relation d'amour-haine entre Paris enfin plutôt entre le reste du pays et Paris. Mais je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, si Paris va mal, si l'agglomération capitale va mal, c'est tout le pays en fait. Les chiffres du PIB valent ce qu'ils valent. On sait que les PIB régionaux, ce n'est pas des chiffres très sérieux, mais quand même, en gros, ça fait le tiers de la production de richesse française. Si vous rajoutez les 10 principales métropoles, on est à peu près à la moitié du PIB national, avec toutes les réserves sur ce chiffre. Donc vous voyez bien que si ces zones-là vont mal, bien c'est tout le pays en fait qui en souffre. Et Paris, c'est aujourd'hui le point d'articulation quand même de la France avec le reste du monde, et puis c'est une ville qui a des atouts fantastiques. Mais l'autre atout, c'est justement, et je trouve que ça c'est une configuration qui est finalement assez rare dans le monde, moi je trouve que, j'ai regardé un peu, j'ai pas tellement vu l'équivalent, c'est justement Paris et puis ces villes moyennes, on va dire, que sont aujourd'hui très dynamiques, que sont Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg un peu moins, mais quand même avec des grands atouts, Lille, etc., et qui sont toujours très très près de Paris par le TGV. Donc ça fait une espèce de métropole distribuée, une métropole en réseau, qui je pense, c'est comme ça qu'il faut imaginer un peu la France de demain. Les Chinois sont en train de définir, puisque la Chine est d'actualité en ce moment, en France, ils sont en train de définir ce qu'ils appellent des super clusters,
où on prenne les très grandes villes et puis les relie à d'autres villes avec des réseaux de TGV qui sont un peu des espèces de super RER, un peu au modèle de la France, en se disant ben, ça va limiter la congestion des très, très grandes villes qui devient extrêmement problématique et tout en permettant d'avoir une puissance globale. Si vous prenez le supercluster, par exemple, de la rivière des Perles, entre Hong Kong, Canton, Shenzhen, et quelques autres villes importantes, ça fait la population de la France, quoi. Sauf que la France est quand même plus agréable et que je pense qu'on a quelques atouts aussi par rapport à ce genre de supercluster urbain. Merci Pierre Vels. Pour Merci aller à plus vous. loin, je renvoie à votre livre La France des territoires, défis et promesses, publié aux éditions de l'Aube. Merci à vous.